Cet anime suit la vie d'un esclave japonais traditionnel. Le gars n'avait pas de vie romantique et travaillait pendant des heures sans se reposer. Le comble de son bonheur était de sortir avec ses collègues, de rendre visite aux filles de Job et de boire pour dépenser une partie de l'argent qu'il gagnait. En rentrant chez moi, après avoir fait aspirer son arme par une belle fille, il réfléchissait au genre de vie qu'il menait. Il n'a donc pas remarqué le camion Izeke et a fini par être traîné vivant sur 30 mètres jusqu'à ce qu'il perde la vie à cause d'une perte de sang. Après ce jour tragique, il s'est réincarné dans un monde fantastique rempli de magie, d'êtres magiques, de héros et même du roi démon. Son premier souvenir du monde est qu'il est le seul survivant d'une attaque de démons. Il est retrouvé par un sorcier nommé Merlin qu'il adopte. Il reçoit donc le nom de Shine et vit comme le petit-fils de Merlin, ayant pour seul élève le vieil homme vivant dans une région complètement isolée du monde. Grâce à ses connaissances et à sa mentalité de vie dans le monde moderne, il devient exceptionnel dans tout ce qu'il fait, qu'il s'agisse de magie ou de maîtrise de l'épée. Un jour, Shine, tout juste 8 ans, entre dans la forêt pour chasser son dîner. Il se cache dans un buisson et, avec l'aide de sa magie du vent, il traque des poulets sans méfiance. Il attrape également un sanglier et après avoir été satisfait de la journée de chasse, il rentre chez lui et les montre à Merlin qui est impressionné que le garçon ait réussi à tuer un sanglier. Il décide alors de tester la capacité magique de Shine et lui dit d'utiliser un sort de flamme de base. Shine fait cela, imaginant que le poêle s'allume, ce qui provoque la création de flammes bleues ou tout ce qui surprend son vieil homme. Et s'il y a une chose qui rend Shine heureux, c'est que dans ce monde il n'a pas besoin de réciter des sorts car il préfère mourir plutôt que d'être un sorcier qui récite des sorts. Le bon Merlin et son professeur de magie et Michel Cullen, qui dans ce cas est son instructeur d'épée, arrivent dans cette cabane et la merdique Bella a immédiatement réprimandé Shine pour avoir chassé un sanglier étant donné que cet animal est fondamentalement un ravageur qui se reproduit comme les hamsters. Elle dit que chasser le sanglier est très dangereux pour quelqu'un de son âge. Mais il explique que ce n'est pas si dangereux étant donné qu'il a utilisé du matériel magique qu'ils ont fabriqué ensemble et qu'il a également reçu une bonne formation tant physique que magique. Un petit garçon là-bas humiliant la vieille femme dans des disputes. 2 ans après toute cette merde, Merlin emmène Shine chasser des démons car il pense que le garçon devrait combattre des ennemis puissants. Il explique que les démons naissent lorsque les animaux normaux ne peuvent pas contrôler l'énergie magique qui les traverse, ce qui conduit à un développement furieux et cela peut également arriver aux humains bien que cela soit très rare. Il y a bien longtemps, un humain s'est transformé en démon et a presque détruit une nation. Mais heureusement ce démon a été vaincu et celui qui l'a vaincu a fini par recevoir le titre de héros de la nation. Il enseigne à Shine un sort de recherche magique qui consiste à répandre le mana du corps en une très fine couche dans toute la zone environnante. Et lorsque votre mana entre en contact avec une autre signature magique, la réaction du mana identifie son emplacement. Merlin dit qu'il faut beaucoup de temps pour maîtriser ce malheur, mais Shine pirate la réalité et parvient à utiliser cette magie du premier coup. De plus, Shine surpasse Merlin lui-même, réussissant à trouver des créatures très lointaines. Soudain, Shine sent une énergie sinistre venir d'un endroit. C'est comme si une créature était remplie de ténèbres. Il se précipite sur les lieux et trouve un démon exsudant le pouvoir de Roto. Le garçon dégaine rapidement son épée et, sans y être invité, se lance vers le démon, faisant vibrer son épée à un niveau ultrasonique. Et un tel pouvoir, combiné à ses bottes magiques, signifie qu'il ne lui faut qu'une seconde pour éliminer le démon. Tout s'est passé si vite que Merlin n'a même pas pu réagir, ni avertir le garçon que cette créature est vraiment puissante. Et Shine, en voyant Merlin immobile, lui demanda simplement s'il avait fait quelque chose de mal. Merlin demande au jeune homme ce qu'il a fait avec l'épée vibrante, mais Shine garde ce pouvoir secret car dans sa vie antérieure, il avait une éjaculation précoce, c'est pourquoi il a développé la capacité de lui serrer la main comme un fou. Cette capacité, combinée à la magie, permettait à Shine de transformer n'importe quoi en un puissant objet coupant. Le lendemain, il a reçu un entraînement au combat brutal de Michael. Après l'entraînement, Merlin l'emmène dans les montagnes où le vieil homme révèle au garçon qu'il n'est pas son vrai petit-fils et qu'il a été retrouvé dans les décombres d'une attaque de démon. Shine pose des questions sur ses vrais parents, mais Merlin explique qu'ils étaient méconnaissables après l'attaque du démon. Shine a quelques vagues souvenirs de cette journée et malheureusement, il a déjà accepté le fait qu'il n'a pas ses parents. Il dit à son vieux qu'il considère seulement le vieux Merlin, Michael et Melinda comme sa famille, car c'est lui qui l'a créé. Ces mots firent fondre Merlin en larmes comme un bébé qui pleure. Après cela, le jour de son 15e anniversaire, tout le monde organise une fête pour célébrer son émergence à l'âge adulte. Les membres de sa famille ont amené des invités spéciaux à la fête, dont un homme que Shine appelle son oncle et son idiot. Cet homme vient toujours avec ses 2 gars. Pendant la fête, il demande à Shine ce qu'il ferait lorsqu'il deviendra adulte et il déclare qu'il aimerait explorer une ville voisine car il n'a jamais quitté la forêt. De plus, il n'a aucun but dans sa vie. La femme nommée Christina lui suggère de rejoindre les chevaliers royaux ou de devenir chasseur de démons. Shine continue avec ses suggestions, puis Shine révèle qu'il ne sait même pas comment facturer son service car on ne lui a jamais appris à utiliser l'argent. Il s'avère que Merlin ne lui a appris que la magie et rien d'autre car il pense que Shine est assez intelligent pour l'apprendre lui-même. Après cela, tout le monde se rend dans un endroit isolé par une porte qui permet à chacun de se déplacer vers un autre endroit. Il s'avère que Shine va démontrer son pouvoir et en raison de la force du garçon, il ferait mieux de le faire ici. Merlin leur dit à tous de se préparer et dit à Shine de montrer son pouvoir. Shine commence par imaginer un feu de poêle qui génère une flamme bleue. Cela choque tout le monde mais ce n'est qu'un début. Shine ajoute ensuite l'hydrogène à sa magie et comprime l'énorme boule de feu en un seul point avant de la projeter sur une colline voisine. L'explosion qui en résulte ressemble à une mini-bombe nucléaire, ce qui suffit à effrayer tout le monde.
monde, surtout Merlinda. Cette démonstration amène le groupe à conclure qu'il serait trop risqué de laisser un talentueux comme Shine être un jeune vagabond et il demande au roi de l'embaucher comme arme biologique d'extermination massive. Cependant, il est suggéré à Shine de s'inscrire dans une académie de magie. Cependant, Merlin n'aime pas l'idée car il y a des femmes à l'académie et elles peuvent manipuler Shine pour détruire le monde. Pendant qu'il parlait, Shine réalisa finalement que l'homme qu'ils appellent oncle est le roi d'une nation et que tous ceux qui l'entourent sont de puissants guerriers du royaume. Il y a longtemps, lors d'une invasion démoniaque, Merlin et Merlinda ont sauvé la nation d'une attaque démoniaque et ils sont les héros de ces histoires. En plus d'être coéquipiers, ces vieux hommes forment un couple et l'idée de les voir s'embrasser le soir pendant qu'il étudiait lui donne envie de mourir. Tout le monde dit à Shine que ce serait cool s'il devenait étudiant, mais il devrait faire attention aux filles magiques, en particulier celles aux cheveux bleus car elles sont irrésistibles. Shine pense que tout cela est stupide, mais accepte d'aller à l'académie parce qu'il veut en apprendre davantage sur le monde. Le roi dit à Shine que dans l'académie de magie qu'il a créée, il utilise la méritocratie pour définir les meilleurs étudiants, il n'a donc pas à s'inquiéter de ne pas être d'origine noble. Tout est convenu et maintenant Shine va étudier dans une académie. Quelques jours plus tard, Shine, aux côtés de Merlin et Melinda, part pour la capitale pour l'examen d'entrée. Lorsqu'ils arrivent dans la capitale, un garde panique en voyant Merlin et Melinda ensemble. Après tout, ces deux-là sont les héros les plus puissants et les plus respectés du royaume. La nouvelle de leur arrivée se répand comme une traînée de poudre à travers la ville, alors ils se précipitent vers leur manoir où ils sont accueillis par des tonnes de servantes et de majordomes. Shine est surpris par la fortune de sa famille mais l'ignore et s'amuse à explorer les choses, mais il finit par se perdre dans une ruelle et soudain, il y a des cris d'une fille harcelée par trois aventuriers. Shine, dégoûté par leur comportement, va aider la fille et l'un des gars essaie de le frapper mais il est trop lent pour Shine et esquive facilement. Il jette l'homme au sol en un instant et abat le deuxième d'un coup de pied rapide. Le troisième gars attrape rapidement un poignard et court vers Shine, mais il intercepte simplement le poignard avec sa main et frappe l'homme d'un coup de poing rapide. Après une telle démonstration de pouvoir, la fille qui a été sauvée par lui demande s'il est blessé quelque part et Shine révèle que sa troisième jambe a été blessée et qu'elle doit l'aider à arrêter le saignement. La fille avait vraiment l'intention de faire ça, mais un de ses amis se présente pour remercier Shine et notre héros finit par tomber amoureux de ce nouveau personnage au premier regard. Les filles se présentent comme Maria et Cicely et ils découvrent qu'elles fréquentent également l'académie de magie. De plus, les deux sont également de grands fans des grands héros et sont également enthousiasmés par le fait qu'un de leurs proches rejoigne l'académie. Shine devient soudainement mal à l'aise et il ne veut pas révéler son identité. Alors il y va et les boissons des filles et part. Le jour de l'examen, Shine essaie de se frayer un chemin à travers le jury d'examen mais un noble très grossier essaie de l'attraper par l'épaule. Cependant, il tord le bras du gars par mesure de sécurité et le garçon très en colère de nommé Kurt utilise sa position de noble pour essayer de menacer Shine. Heureusement, le prince héritier Augusta apparaît et lui rappelle la punition pour avoir utilisé sa position de noble à l'école, remettant Kurt à sa place. Kurt décide de partir car personne ne veut avoir de rivalité avec la famille royale. Shine est choqué de découvrir qu'il est le fils du roi qui dans ce cas est l'homme qu'il considère comme son oncle. Il finit par appeler Auguste son cousin, faisant rire le gars de la façon dont Shine a agi avec tant de désinvolture avec le prince héritier. Heureusement, Auguste ne semble pas s'en soucier du tout, ils passent tous l'examen écrit dans une même salle, puis passent à l'examen pratique. Shine est super excité de voir d'autres personnes utiliser la magie, mais il est choqué lorsqu'un garçon commence à fredonner devant tout le monde, seulement pour évoquer une misérable flamme. Tout le monde a l'air impressionné, voici Touchin qui commence à être dégoûté. Après tout, le candidat suivant n'a pas fait mieux que le premier et celui qui lui a succédé non plus. Shine ne peut que regarder avec déception et quand son tour arrive, l'instructeur lui dit de garder ses pouvoirs sous contrôle. Après tout, l'instructeur lui-même a été averti par la rivière que ce garçon serait la future machine à tuer du royaume. Il va associer tout le monde, même s'il garde son pouvoir au minimum. Shine détruit toute la salle de test, c'est comme ça qu'il réussit. Le jour du retrait de leurs uniformes, la réceptionniste révèle que leur tenue était enchantée par la magie défensive et demande aux élèves de ne pas enchanter ses vêtements. En réponse, Shine demande s'il peut laisser Melinda le faire et elle accepte et ajoute qu'il a été le meilleur buteur à l'examen d'entrée, c'est pourquoi il doit prononcer un discours lors de la cérémonie d'admission. Shine essaie immédiatement de forcer Augusto à le faire car il est le prince héritier, mais le prince joue très bien ses cartes, rappelant à Shine la règle selon laquelle dans cette académie le pouvoir passe avant la noblesse. Triste, Shine se concentre sur l'enchantement de ses vêtements avec un stylo spécial, il invente son propre enchantement qui non seulement agit comme une défense parfaite mais permet également une guérison automatique et la génération de mana à partir de l'énergie cinétique, ce qui laisse Melinda choquée. Elle fait alors promettre à Shine qu'il ne révélera à personne qu'il a enchanté sa propre force, ce que le garçon est d'accord. Lors de la cérémonie d'entrée, le nom de Shine est appelé dans son discours et les filles réalisent enfin qu'il est le petit-fils du grand héros et évidemment elles sont déjà mouillées, après tout elles ont déjà rencontré le fils du héros et ont été sauvées par lui. Eh bien, Shine fait calmement son discours, tandis que Kurt déborde de colère et de haine, mourant d'envie de prendre un coup et de se suicider. Après cela, Shine, Augusto et les plus jolis furent placés dans la classe de départ et tout était normal. Jusqu'à ce que Cécile révèle qu'elle est poursuivie par un homme dont la famille est plus élevée que la sienne. Shine finit par être heureux qu'elle lui ait dit ça, maintenant il peut la protéger et il se rend vite compte que cet homme est Kurt. Il entre et essaie de saisir Cécile fermement, alors Shine l'arrête et Kurt révèle que les deux sont fiancés, alors Shine pense à reculer et à respecter, mais voyant cette belle fille trembler de peur, il décide
décide de la protéger. Heureusement, dit-elle, elle n'a jamais accepté les fiançailles et qu'il devrait cesser de la forcer et l'épouser. Mais Kurt dit que son père pourrait vraiment lui faire regretter de ne pas l'avoir épousée. C'est à ce moment qu'Augusto s'avance et dit que si Kurt continue, il devra signaler qu'un vilain connard comme lui menace une belle fille en utilisant le rang de noble dans une école où la noblesse ne devrait rien compter. Alors, une fois de plus élevé au rang de prince, Kurt s'en va. Une fois que cela est fait, Augusto taquine Shine, disant qu'il montre son courage devant une jolie fille, ce qui met Shine dans l'embarras. Et comme la jeune fille a peur d'être harcelée sur le chemin du retour, Shine décide d'écouter et Maria accepte immédiatement car c'est une occasion idéale pour elle de mieux connaître le fils du grand héros. Augusto décide également de l'accompagner. De ce fait, les compagnons du prince, celui aux yeux et Thor, iront également ensemble. Chez lui, Shine présente chacun de ses nouveaux amis à leurs grands-parents, puis il explique la situation à la belle fille aux cheveux bleus et pour l'aider à rester en sécurité, il demande la permission de changer la défense de l'uniforme de Cecilia. Melinda demande alors si Cecilia mérite de recevoir une telle protection et Shine répond en disant qu'il envisage d'en assumer la responsabilité, mais Melinda explique la véritable raison de sa question. Elle révèle qu'un uniforme enchanté par lui deviendra un trésor national qui pourra être vendu pour une somme incroyable et que dans 2000 ans cet uniforme sera utilisé par les aventuriers, le héros, comme un objet qui décidera d'une bataille. Cecilia se met alors à sangloter et révèle qu'elle a fait quelque chose de mal. Profitant de la gentillesse de Shine, elle décide de refuser l'aide et de partir, mais Melinda se rend compte qu'elle est une très bonne fille et l'encourage à accepter ce trésor grâce à votre honnêteté. Elle fait aussi promettre à tout le monde de ne parler à personne de son enchantement car si la population découvre que cette Cecilia a reçu quelque chose comme ça gratuitement, tout le monde le voudra, cela posera des problèmes à Shine. Au final, tout le monde est d'accord. Si c'était dans mon royaume, je mettrais Shine comme ton attaquant numéro 1, le bombardier de Cléar, le portail portable. Si ici au Brésil je dois acheter un téléphone portable pour moi et le politicien. Parce que Shine ne peut pas non plus. À la fin les vêtements sont prêts et Shine utilise sa magie de recherche pour la garder en sécurité. Pendant qu'il l'emmène à l'école, elle apprécie sa gentillesse, mais sa romance matinale devient un isolement pour Maria. L'année scolaire a à peine commencé et Maria tient déjà une bougie. À l'école, une fille aux cheveux jaunes arrive en courant à l'heure des cours. La fille nommée Alice Corna explique qu'elle était tellement excitée par son premier jour d'école qu'elle ne pouvait pas dormir. Félicitations à elle, mais ces lignes amènent Shine à se demander pourquoi un système mondial permettrait qu'un garçon de 15 ans soit considéré comme un adulte. Cette Alice ressemble à une adulte, n'est-ce pas? Le professeur arrive et leur fait immédiatement visiter l'école. Il leur parle des différents clubs, y compris la magie, les potions et le bodybuilding, et les avertit d'en rejoindre un. Julius admire vraiment le club de bodybuilding, mais sait qu'il ne peut pas le rejoindre, mais Augusto estime que c'est une opportunité parfaite pour lui de se libérer. Lui-même de ses compagnons, j'encourage Julius à rejoindre le club qu'il souhaite. Et quand on demande à Shine quel club il aimerait rejoindre, il répond en disant qu'il n'en a aucune idée. Augusto lui suggère de créer son propre club, et le professeur et toute la classe soutiennent également cette initiative, mais Thor soulève une question importante, quel serait le but du club? Alice suggère à Shine de tout leur dire sur les héros, mais il est révélé qu'il existe déjà un fan club pour les héros, et à la fin le club a été renommé meilleur groupe d'études de la magie. Le lendemain à l'école, le groupe découvre que Kurt a été puni, et quand Shine demande pourquoi il agit de manière si agressive, il ressemblait à un putain d'animal en colère. Tout le monde explique qu'il n'a pas toujours été comme ça, et qu'il n'a changé que lorsqu'il a commencé à fréquenter l'école. Le laboratoire, où un professeur nommé Oliver a mené ses expériences, apparemment le seul étudiant qui communique avec ce professeur est Kurt. Le reste des élèves n'aiment même pas étudier, ce qui est normal dans une école. Le temps passe et le besoin de Shine d'accompagner Cecilia cesse d'exister, cela rend Cecilia triste, et Marie regarde juste son amie amoureuse. En attendant, sa tristesse s'en va lorsque Shine révèle qu'il continuera toujours à l'accompagner, même si Kurt n'est plus un problème. La fille rougit de savoir qu'il veut l'accompagner, et lui propose presque, mais reste silencieuse. Il révèle à tout le monde sa capacité à ressentir de mauvaises intentions, et avant de finir d'expliquer, tout le monde se demande si cela est vraiment possible. Alors il explique que le pouvoir des démons est naturellement mauvais et que les personnes ayant plus d'intentions brillent d'une couleur similaire à celle des démons. En entendant cela, l'un demande s'il a déjà chassé un démon auparavant, et avec un sourire innocent sur son visage, il dit qu'il a tué plus d'1 millier de démons, ou que cela laisse tout le monde choqué. Shine n'arrête pas de se montrer, et dit qu'il a chassé son premier démon à l'âge de 10 ans. L'ennemi était un ours diabolisé de 3 mètres de haut, qu'il a facilement vaincu, à l'extérieur de la cafétéria. Shine sent une présence démoniaque qui s'avère être Kurt, qui s'approche d'eux et attaque. Immédiatement avec sa magie des flammes. La barrière de Shine tient à peine, alors il dit au groupe d'activer leurs uniformes, ils le font, et à cause du pouvoir de Kurt, les mains de Shine sont brûlées à cause de l'intensité de la chaleur, mais sa guérison automatique entre les actions pour résoudre ses brûlures. Leur peau, il réalise que Kurt essaie de se suicider, alors il se prépare à se battre. Kurt continue de disperser une aura négative, alors qu'il se transforme lentement en démon. Shine demande immédiatement à Augusto d'emmener ses amis dans un endroit sûr, pendant qu'il bat Kurt. À ce moment-là, Augusto se met en colère, parce que Shine ne fait pas confiance à ses amis pour ce combat, mais Shine dit qu'ils doivent s'enrichir pour leur propre sécurité. Augusto se rend compte que Shine a raison et emmène tout le monde dans un endroit sûr, donc sans personne pour le distraire. Shine active ses flammes bleues, se préparant à se battre. Kurt attaque avec tout, tandis que Shine essaie de le ralentir, mais leurs de petites flammes causent beaucoup plus de dégâts que prévu. Pendant le combat, Kurt commence à maudire Shine, et cela surprend, car on lui a appris que les
les démons ne devraient pas pouvoir parler. Il utilise ensuite la magie de la foudre sur Kurt, et même si cette magie cause quelques dégâts, cela ne suffit pas à arrêter les mouvements de cet ennemi. Tandis que Kurt reste furieux, Shine essaie de penser à un moyen de sauver cette pauvre âme de mourir bientôt, mais la chance qu'il puisse sauver Kurt semble de moins en moins probable, car ses pouvoirs magiques ont commencé à s'accumuler à un rythme si élevé que Kurt s'autodétruit, et réalisant que le rayon d'explosion de Kurt détruirait l'école, Shine prend sa lame ultrasonique et court vers lui, évitant ses attaques. Avant de le tuer, il tombe à genoux lorsqu'il se rend compte qu'il vient de tuer une personne, et peu de temps après l'arrivée de ses amis, ils sont surpris de voir que Shine a été victorieux contre le démon, mais maintenant le professeur Oliver a les yeux rivés sur Shine. Quand Augusto arrive, Shine révèle que les circonstances de la transformation de Kurt sont absurdes, et Augusto est d'accord, car Kurt n'avait pas assez de connaissances magiques pour lancer un sort qui le transformerait par erreur en démon. Donc Augustus dit que Kurt a peut-être été artificiellement induit à devenir le démon, puisque Kurt a gardé ses sens, contrairement à un démon normal. Cela conduit à la conclusion que Kurt a peut-être été victime d'un test humain, mais plus tard dans la journée, ils arrivent à la maison et trouvent le roi à leur secours attendant Shine. Il accorde un certain honneur au mérite d'avoir évité une crise dans son nation, ce qui laisse Shine surpris. Mais Merlin confronte le roi, qui explique rapidement que l'incident s'est déjà répandu dans tout le pays, et que désormais refuser le prix au héros Shine serait impossible. Il promet une fois de plus de garder Shine à l'écart des questions politiques, mais cette fois il devra d'accepter le prix en tant que héros, ce que Merlin finit par accepter. Le lendemain, Shine devient le sujet de conversation de la ville, ce qui rend le trajet jusqu'à l'école assez inconfortable, car toutes les filles veulent maintenant élever un nouveau Pokémon puissant avec lui, mais Sissi urine sur Shine, ce qui fait comprendre aux filles qu'il est pris. À l'école, tout le monde court pour rejoindre le club de Shine, ce qui inquiète le professeur qui estime que la meilleure chose à faire est de limiter le nombre d'élèves pouvant rejoindre un club. En fin de compte, il décide que seuls ceux qui ont la capacité de créer des objets dans une autre dimension peuvent rejoindre ce club. Avec tout résolu, seul Marc, qui est le fils d'un forgeron, et son ami d'enfance, Olivia, dont la famille il est temps de une collation, rejoignez ce club si vos amis sont de grands fans de la nourriture que prépare la famille d'Olivia. Alors Olivia promet de leur réserver une table, et Shine révèle qu'il aimerait une arme personnalisée, mais Marc dit qu'il sait à peine fabriquer un couteau, donc Shine devra attendre, car l'épée qu'il a utilisée pour tuer les démons devait être exceptionnelle. Cependant Shine explique qu'il a utilisé une épée normale, enchantée pour vibrer à une vitesse ultrasonique, mais comme les épées qu'il possède sont fines, elles se cassent facilement. Il explique donc qu'il veut une arme plus douce personnalisée. Yuri, un camarade de classe, avec un profil charmant, commente à quel point le talent de Shine est remarquable, et parce que la fille est jolie de l'avoir sucé. Il propose ce que la fille veut, il veut être présenté à Melinda, et la fille accepte rapidement l'offre. De l'autre côté de l'écran, ce foutu professeur fait l'objet d'une enquête par l'ordre des chevaliers. Toutes ses options d'évasion sont supprimées, donc il est obligé d'exposer qu'il menait en réalité des expériences sur des humains, et maintenant qu'ils l'ont tous découvert, il va tous les éliminer. Un homme apparaît pensant qu'il peut vaincre un professeur à l'air fou, et comme prévu il est facilement submergé, alors Shine est obligé d'essayer d'arrêter ce professeur. Shine l'attaque avec son épée et avec sa flamme simultanément, mais il bloque l'attaque avec son bouclier, et parvient à échapper à toutes les attaques, pendant que Shine continue d'essayer de le couper, mais il ne peut aller nulle part avec ses coups d'épée. Il utilise la magie de la terre pour le mettre dans les airs dans une position impossible pour s'échapper. Cependant Oliver peut utiliser une magie pour flotter, et Shine s'élève de manière inattendue vers lui avec son équipement, et porte un coup avec ses flammes, mais Oliver le repousse en utilisant une puissante vague d'énergie. Ses lunettes se brisent et on voit que c'est un démon qui contrôle parfaitement son corps. Oliver est très fier d'avoir atteint un niveau qui les humains ne seront pas capables de vaincre, et Shine n'abandonne pas et attaque Oliver par impulsion, et tout le monde pense qu'il a fait une erreur, mais en réalité, il gagnait juste du temps pour activer un sort dévastateur et est basé sur la concentration de la lumière du soleil dans un seul point. Shine active des dizaines de rayons de soleil qui transpercent le toit et frappent Oliver. Ces coups provoquent une énorme explosion, la zone touchée par les rayons du soleil se transforme en vert à cause de la chaleur du soleil, et même si Oliver a été touché, Shine croit toujours qu'il est peut-être en vie. Shine remercie les magiciens de la cour pour leur aide, et ils n'ont pas aidé du tout, mais l'important dans ces moments-là est d'avoir de l'humilité et d'attribuer tout votre mérite au gouvernement. Les mages de la cour demandent ce qu'était ce sort de lumière du soleil. Quand Shine commence à expliquer l'effet de sa magie, les mages ne comprennent pas du tout. Le lendemain, Shine et ses amis sont allés à la forge tenue par la famille de la cour. Marc, tout le monde est heureux, mais Shine est toujours triste, car il croit qu'Oliver est toujours en vie. Auguste est choqué de voir cela, et Shine explique que son attaque a concentré la lumière du soleil et créé des cratères de verre au sol, mais il n'a pas senti que sa magie avait un contact direct avec l'ennemi. Il croit que l'énorme explosion a été provoquée par Oliver, alors il pourrait s'échapper en toute sécurité. Auguste pense que cette théorie a du sens, alors il demande à Shine de commander tout ce qu'il veut chez le forgeron. La famille royale paiera la totalité de sa facture, où le prince dit que puisque Shine est le seul à pouvoir combattre Oliver, il a exprimé de l'équiper de toute urgence du meilleur équipement. Ceci dit, ils arrivent bientôt à la forge où Marc et Oliver attendent de les recevoir. Les filles emmènent Oliver participer à un podcast culturel féminin, tandis que les garçons entrent dans le magasin d'art. Mais le propriétaire du magasin n'est pas content qu'il y ait autant de monde qui entre dans son magasin. Il dit que ces produits ne sont pas pour les enfants merdiques, mais alors Auguste se présente comme le prince héritier, et en entendant cela, le forgeron et tout le monde ses employés se ressaisissent et ordonnent
à Auguste de lui botter le cul. Auguste lui présente Shine, mais il redevient fou lorsqu'il découvre qu'il est le petit-fils du grand sage et du nouveau héros. Auguste révèle que Shine veut une épée spéciale conçue pour utiliser ses compétences. Après avoir révélé les détails, il quitte le magasin et découvre que Cecilia et l'armurerie ont fatigué l'autre fille. Qu'ont-ils fait? Shine demande à Mark et à sa famille de vendre des choses autres que des armures, et le garçon dit qu'ils vendent des articles de cuisine et qu'au 3e étage, ils vendent des accessoires. Shine regarde alors Cecilia et lui demande si elle veut une poêle pour faire la vaisselle, mais la fille est gênée et dit que recevoir une poêle est comme une demande en mariage, donc elle n'acceptera qu'une alliance, mais Shine révèle qu'il voulait juste enchanter quelque chose qu'elle pourra utiliser pour qu'elle soit plus protégée et que la fille finisse par en être triste. Il demande si la fille ne veut vraiment pas de poêle ou de machine à laver, mais elle insiste pour recevoir juste une alliance simple et plus chère du magasin. Après l'avoir achetée, il met la bague à la main de la fille et dit que cet article la protégera. Quelques jours plus tard, Shine est habillé pour sa cérémonie de remise de prix. Il est présenté à la cour royale et applaudi par les nobles de haut rang. Il reçoit alors la médaille du roi, et plus tard la cour annonce que le Shine ne doit pas être utilisé à des fins militaires ou politiques. Il est également expliqué à tout le monde que la conséquence de la rupture de l'accord entraînera le départ de Merlin et de sa famille du pays. Shine surprend tout le monde en arrivant à l'école avec sa porte magique, et il explique à tout le monde qu'il a dû échapper à la foule de fans chez lui. Il explique à une personne curieuse que le concept de son portail consiste à réduire la distance entre deux lieux, au lieu de la téléportation traditionnelle qui consomme beaucoup de mana, et bien sûr elle ne comprend pas car elle est bête. Alors il l'encourage en révélant que Merlin lui-même ne peut pas comprendre le concept parce que Merlin n'a pas de hack et Shine l'a. Il suggère ensuite que le groupe lui-même monte de niveau, après tout, ils sont faibles, et que la capitale royale devient de moins en moins sûre, et il explique qu'ils doivent d'abord apprendre combien de magie ils possèdent tous, contrairement à la croyance habituelle selon laquelle des sorts de niveau plus élevé besoin d'enchantement, où Shine révèle à tout le monde que la magie se résume à la quantité de magie et quel est le carburant des sorts. Il examine d'abord la barrière de Maria, qui semble très fine, comme mon grand garçon ici. Il demande ensuite à Cécile de fabriquer une barrière à l'aide d'un accessoire enchanté qu'il lui a donné, et quand elle le fait, la barrière s'avère plus épaisse, plus ferme, plus dure et plus vieux, et cela n'arrive que parce que l'anneau qu'il lui a donné a été enchanté pour rendre le contrôle de sa magie plus précis. Soit Shine décide de démontrer la quantité de magie qu'il peut contrôler au groupe, mais quand il fait cela, la densité est si grande que tout le monde étouffe presque sous la pression, certains se salissent même dans leur propre merde. Soit Shine leur dit qu'ils le feront. Ne pouvoir affronter un démon de ce niveau que lorsqu'il parvient à atteindre ce niveau de contrôle magique, ou pour faire chier une personne simplement en libérant son pouvoir. Si elle n'atteint pas ce niveau, elle n'aura aucune chance. Alors il emmène tout le monde chez lui, et ses amis sont très excités de rencontrer le sage légendaire et le gourou. Le Shine explique à ses grands-parents qu'il y avait une autre foule devant la porte de l'école, et Merlin rit en lui disant que c'est le prix à payer pour être une célébrité. Il découvre alors que Shine entraîne ses amis dans son club d'études. Maintenant les étudiants demandent à Merlin si c'est lui qui a enseigné aux animaux étranges les sorts magiques qu'il maîtrise, et il répond qu'après avoir enseigné les bases au garçon, le garçon a commencé à inventer la magie pour lui-même. Merlin dit que normalement les magiciens se concentrent sur la visualisation du résultat de leurs vidéos, mais Shine se concentre sur le processus. Il demande ensuite aux étudiants s'ils savent comment le feu brûle, mais ils ne savent rien de la combustion. Merlin dit qu'il ne le sait pas non plus, mais il sait que son petit-fils sait quelque chose de plus, comme s'il était un homme qui vivait autrefois dans un monde où tous les secrets ont déjà été découverts et révélés aux gens normaux, et maintenant cet homme s'est réincarné dans un monde fantastique et utilise tout cela pour pirater le monde. Merlin avait tout à fait raison parce que Shine vole littéralement, utilisant ses connaissances avancées pour améliorer sa magie, et il n'enseigne cela à personne, égoïstement, tandis qu'il vole. Le reste des sorciers de ce monde sont comme des singes qui crient et chantent. Lui réciter des sorts, cela dit, Merlin nous informe qu'en utilisant les connaissances et les explications de Shine, ils pourront tous devenir plus forts. Cela dit, il active sa magie de porte, ce qui surprend Shine. Le vieil homme rit et dit que même si cela lui a été difficile à comprendre au départ, il a finalement compris les principes derrière et a réussi à maîtriser ce sort, dit-il aux étudiants là-bas. Shine que son petit-fils n'est pas le seul à pouvoir utiliser cette magie, et Merlin renforce sa théorie, disant que si quelqu'un comprend bien les principes et visualise le processus avec précision, cette personne peut activer une magie similaire, et cela donne à chacun une étincelle de confiance. À garder cette confiance dans son esprit et est allée pratiquer, et le lendemain, elle arrive à l'école couverte de bleu avec les cheveux roussis. Aucun Shine ne demande ce qui lui est arrivé, et elle répond qu'elle pratiquait le contrôle de la magie, mais elle a perdu le contrôle de magie, et cela a provoqué une petite explosion. Shine s'inquiète pour elle, mais dit également que ce n'est pas nouveau pour elle, car son père est un mage de la cour. Plus tard, Shine et ses amis vont à la forge, et le premier prototype de leurs épées spéciales est prêt. Il suffit d'appuyer sur la gâchette pour que la lame soit éjectée et Shine peut mettre une nouvelle lame à sa place. En gros, le gars a volé la lame de Shine. Gay ce jour comptait dans son anime. Tony, le gars qui a donné cette idée à Shine en premier lieu, est assez impressionné par la performance. Augusto demande à Shine si cela le dérangerait s'il utilisait ses épées spéciales dans son armée, et il ne parle évidemment pas de l'épée à ultrasons, mais de l'épée à lame remplaçable. Il pense qu'en faisant cela, ils peuvent réduire leur budget militaire et s'améliorer votre force, qui sera bientôt nécessaire, car il y a des chances qu'une nouvelle guerre avec un pays voisin se produise. Les autres étudiants le savent aussi, et ils croient que si une guerre éclate, eux aussi seront enrôlés. Augusto leur dit de ne pas s'en inquiéter
pour l'instant et assure à Shine que le pays tiendra sa promesse et qu'il ne sera pas entraîné dans la guerre, mais le Shine répond que même s'il ne le convainc pas, il ne restera pas les bras croisés si ses amis sont en danger. Donc si un jour quelque chose de merdique arrive, il se joindra à la bataille pour les protéger, tandis qu'Oliver qui a survécu a déjà mis ses plans à exécution. Il utilise ses serviteurs pour inciter l'empereur de l'Empire à une guerre, proclamant que ses ennemis sont déjà confrontés. Des problèmes avec les démons, cependant, lorsque les forces de l'Empire attaquent leurs ennemis, elles découvrent que leurs ennemis étaient déjà prêts à l'affronter. L'armée de l'Empire perd lourdement dans la guerre, puis l'empereur reçoit la nouvelle que les démons ont été aperçus dans votre capitale. L'empereur se retire instantanément, mais au moment où il atteint la capitale, il voit que tout a déjà été dévasté par les démons. Lorsque l'empereur atteint la salle du trône, il trouve Oliver qui l'y attend. Il déclare qu'il voulait le tuer personnellement, et avant le roi peut demander de l'aide, Oliver l'attache grâce à sa magie puis conduit le roi dans l'oubli. De l'autre côté de l'écran, les ennemis entrent dans l'Empire pour en finir une fois pour toutes avec leur ennemi, mais à la place ils sont accueillis par un groupe de démons dirigés par Oliver. Ils se retirent immédiatement et rapportent leur découverte au roi, qui se rend compte qu'ils ont un problème bien plus grave que la guerre entre leurs mains. Maintenant le roi où se trouve le menton est placé en alerte maximale, et même l'école cherche à améliorer les mouvements de combat et les prières de chacun. Ainsi, la formation avec l'ordre des chevaliers est annoncée dans toute l'école. La classe tombe immédiatement dans une profonde dépression, car les chevaliers et les sorciers n'ont pas de relation très amicale. En plus, les chevaliers appellent généralement les étudiants en magie des pouces déjà qu'ils sont faibles, alors qu'ils appellent les chevaliers des cerveaux musculaires, car ils n'ont besoin que de tenir un objet épais et lourd pour vaincre leurs ennemis. Shin essaie de dire que tout le monde devrait s'entendre et se féliciter, mais il est attaqué verbalement par un ami qui dit qu'il peut rejoindre à la fois les chevaliers et les sorciers. Shin révèle le nom de son professeur d'art physique et tout le monde est choqué, car ce foutu homme est considéré comme un saint de l'épée. Malheureusement, le menton ne parvient pas à convaincre tout le monde de travailler en harmonie avec les chevaliers. Le lendemain, les chevaliers et sorciers se préparent à mener une armée de chasse aux démons dans une forêt. Tout le monde est rassemblé devant les portes de la ville, et le menton est avec son petit groupe des favoris, Tenno, Auguste, Cecilia et Maria, peu après l'arrivée du groupe de chevaliers qui leur tiendra compagnie. Et ne sachant pas que Shin est le grand nouveau héros, tout le monde commence à le dénigrer, disant qu'il croit que le héros va les ralentir. Ils se présentent tous, et Shin demande s'ils ont déjà combattu un démon, mais il considère immédiatement son question comme une déclaration offensante. Il révèle que le fait de ne pas travailler ensemble signifie une mort certaine. Cependant, un chevalier atteint du syndrome prémenstruel se lève pour dire des bêtises, disant que les chevaliers sont pleins de virilité et qu'ils battent tout devant eux. L'attitude de cette fille a irrité Auguste, alors il a demandé au menton de n'éliminer aucun démon et d'agir seulement à le bon moment pour que ces chevaliers comprennent qu'ils ont besoin de l'aide des magiciens. Arrivant à la zone désignée, ils sont reçus par leurs surveillants, Senna, Christina et Siegfried. Le menton les supplie de ne pas se battre, mais il y a des choses qui sont impossibles même pour un utilisateur de arc. De nulle part, plusieurs filles commencent à se regrouper autour de Sig, et de l'autre côté Christina s'occupe aussi de ses fans. Le menton révèle qu'il ne le fait pas. Je ne sais pas qu'ils avaient autant de fans, mais Auguste lui dit que ces deux-là sont très populaires car ils constituent la principale ligne de défense du roi. Mais le prince n'a pas l'intention de laisser quiconque se détendre. Il explique aux surveillants son idée de laisser les chevaliers commencer la bataille seuls et que les mages ne doivent agir que lorsque cela est nécessaire pour que les chevaliers comprennent leurs limites. Les surveillants sont d'accord avec ça, donc tout le monde passe à autre chose, avec les chevaliers en gardant sa garde. En chemin, le menton détecte un sanglier démoniaque et devient triste car sans leur démoniaque de arc, ces sangliers seraient un bon repas. Siegfried est prévenu du démon et tout le monde se prépare à se battre. Cependant, le sanglier brise facilement leur formation et au bon moment le menton agit, divisant le petit animal en deux d'un seul coup. Les chevaliers reçoivent une réprimande pour ne pas connaître leurs limites, et Christina met un point d'honneur à leur faire prendre conscience de leur faiblesse. Après cela, Cecilia guérit leurs blessures et chacun acquiert l'humilité et exprime son fort désir de travailler avec les magiciens. En plus, il traite Cecilia comme une déesse et cela finit par irriter le menton car il est déjà amoureux de la fille, mais son sang japonais ne lui permet pas de s'en rendre compte et même s'il le faisait, il ne le révélerait guère. Un chevalier se met aussi en colère car elle n'a jamais été traitée comme une princesse. De nulle part on rapporte que plus de 100 démons viennent vers elle. Le menton le confirme avec sa détection et il propose donc que tout le monde reste en dehors de cette façon pour qu'il puisse exterminer les 100 démons seuls. Sa proposition est acceptée. Il en profite donc pour exprimer sa colère en utilisant le sort mini-bombe atomique qui provoque l'élimination instantanée des 100 démons. Et malheureusement sa magie a fini par laisser toute la forêt dévastée. Non seulement ça, mais tout le monde est devenu fou quand ils ont vu la taille du pouvoir du menton, et après avoir été témoin de la taille du pouvoir, tout le monde a regretté d'avoir dit le grand héros du menton. Et ça, la fille en tant que TPM s'excuse également et elle demande également si cela et si lui et Shin sortent ensemble, et ils sont tous les deux collés à entendre cela. Mais le pauvre chevalier ne demandait cela que pour voir si elle pouvait frapper sur le menton avec plus de respect, après quoi le groupe commence enfin à travailler en équipe. Il rencontre un ours démoniaque et tandis que les chevaliers forment la première ligne de défense, les sorciers commencent à attaquer l'ours avec des boules de feu. Le démon ours devient agité et distrait par le feu, donnant aux chevaliers la chance d'attaquer. L'ours nous défend des attaques de l'ours, utilisant une barrière masquée, et les chevaliers attaquent de tous côtés, et quand tout se termine, Sicily a la main pour les guérir. Après cela, les chevaliers s'y rendent et appellent Sicily une déesse, tout en sachant qu'elle appartient à un autre homme, ce qui met à nouveau en colère le Chi. Le Sig est qu'il
qu'ils sont impressionnés par l'amélioration du travail d'équipe, et le Sig s'y rend et demande pourquoi les compagnons du Chin sont plus forts que la moyenne, puis il révèle qu'il a créé un groupe d'études et qu'il a transmis ses connaissances légendaires pour chacun d'entre eux. Le Sig est très curieux de connaître son groupe et dit qu'il veut aussi apprendre du menton, mais Augusto l'arrête et déclare que parce qu'il est membre de l'armée, apprendre la magie du menton sera une violation de sa promesse à Merlin. Non seulement cela, mais parce que la magie du menton est si forte, elle peut détruire le monde et si elle tombe entre les mains de la mauvaise personne. Augusto fait même la leçon à Chin, lui disant de faire attention à ne pas diffuser encore plus ses connaissances magiques. Sigfresh accepte votre avertissement, puis demande que vous puissiez au moins pratiquer les bases enseignées par Merlin. Augusto dit que les enseignements de Merlin sont simples et que tout ce qu'il a à faire est de pratiquer son contrôle magique chaque jour, ce qui le rendra plus fort au fil du temps. Le Sig pense qu'Augusto oublie la vérité, mais Augusto appelle Maria et Cecilia et leur demande de démontrer leur progrès. Ils pratiquent la magie des barrières, exactement comme les Chinois le leur ont montré, et Siegfried est enchanté par l'épaisseur et la résistance de leurs barrières. De l'avis du Sig, tout cela est incroyable, mais Augusto dit qu'il lui suffit de pratiquer le contrôle magique tous les jours et qu'il atteindra rapidement ce résultat. Maria dit alors que l'épaisseur de son bouclier est plus fine que celle du menton, mais elle sait qu'elle ne pourra jamais la surpasser car il est le fils du grand sage. Cependant, le Sig la motive à croire en elle car elle est spéciale. Ces paroles font frire le cerveau de cette fille célibataire, et maintenant le Sig dit qu'elle pratiquera également le contrôle magique tous les jours et qu'elle fera bientôt part de ses commentaires à chacun d'entre eux. Le menton se demande alors comment vont ses amis dans leur groupe, et la pensée de notre héros fait basculer la scène vers ses amis. Dans un autre endroit à l'intérieur de la forêt, Mark, Olivia, Tony et Julius sont ensemble avec quelques connaissances. Un chevalier est particulièrement à la mode avec Tony car ils étaient amis au lycée, mais Tony l'a ensuite quitté et a rejoint l'académie des sorciers. Soudain, le démon loup les attaque et le chevalier se précipite pour lui faire face seul. Malgré l'avertissement du surveillant selon lequel il n'est pas prudent d'agir seul, il le fait et plus loin, d'autres démons loup l'attaquent, laissant les chevaliers en difficulté, mais Tony et les autres sorciers aident à les éliminer, tirant sur les démons à distance. Le surveillant est surpris de constater que les démons ont été en grande partie détruits et que seuls des cratères restent au sol. Tony s'approche de son ex-ami, qu'il ignore toujours. Ses amis demandent alors s'il y a une autre raison à cette hostilité, et Tony réfléchit un moment avant de réaliser autre chose. Son ami avait le béguin pour une certaine fille, mais elle l'a avoué à Tony, et il est tombé amoureux pendant une courte période, ce qui a fini par irriter beaucoup son ami. Personne n'aime Talarico. De l'autre côté de l'écran, un autre groupe finissait par être formé par l'un, Alice et Ulitor, et les chevaliers faisaient une sorte de commentaire sexiste pour les provoquer. Cependant, lorsqu'elles sont attaquées par de petits chiens démons, ils révèlent à quel point ils sont pathétiques, et les filles perdent patience en voyant leur faiblesse et prennent soin des démons avec leur magie. La magie de l'un devient incontrôlable et explose soudainement, causant quelques dégâts à son groupe. Beaucoup plus tard, tout le monde se rassemble à la porte de la ville, et Shine compte le groupe de l'un aux cheveux ébouriffés et découvre qu'ils sont comme ça parce qu'ils ne pouvaient pas contrôler ses pouvoirs. Il voit également Tony et son ancien ami se battre, et les autres étudiants demandent ce qui s'est passé de son côté, et Maria dit que Shine et Cecilia flirtaient pendant la mission. Ils rougissent tous les deux, alors Maria laisse les blagues de côté et dit qu'avec le soutien du Shine, le problème avec les chevaliers a été facilement résolu, il suffisait de leur appliquer la dictature. Valguxa prend la tête de la conversation et dit que tous les membres de son groupe d'études, c'est-à-dire celui de Shine, auront été placés sous surveillance nationale, car il pense qu'à cause de cette aventure avec le Shine, tout le monde est devenu très fort et formera une unité spéciale directement sous votre contrôle. Mais d'autres nations peuvent aussi essayer de les mettre de leur côté, ils doivent donc rester fidèles à leur royaume. Shine finit par s'excuser auprès de ses amis d'avoir changé leur vie si radicalement, mais tout le monde en est vraiment content. Il pense que c'est incroyable d'avoir déjà obtenu un emploi d'élite alors qu'ils n'ont même pas obtenu leur diplôme. Tout le monde demande à Shine de leur apprendre encore plus, et Shine se rend compte que s'ils étaient formés par lui, un jour, ils pourront tous sauver le monde, mais pour que cela se produise, ils doivent devenir beaucoup plus forts. Quelques jours plus tard, Shine emmène les filles de son bureau pratiquer la magie dans les montagnes avides, et l'évolution de leur pouvoir finit par être terrifiante. Et Augusto commande qu'il utilise l'observation, c'est presque comme regarder en direct la plus grande puissance magique de l'armée de sa nation, et Shine dit qu'il les a amenés à cet endroit parce qu'il connaît très bien cet endroit, et ici personne ne regardera. Une fois la formation terminée, Augusto s'adresse à tout le monde et leur donne des informations intéressantes sur les démons. Il prétend que cette information est un secret d'État, mais que tous les gens ici ne sont plus qualifiés pour être de simples citoyens. Une fois la guerre contre les démons commencée, ils constitueront une partie importante de l'armée, mourant sur la ligne de front, donc ils doivent en savoir le plus possible sur leurs ennemis. Auguste révèle alors que désormais, les démons font des ravages dans l'empire de Bessia, infligeant des dégâts irréparables à autant de villes et de villages, traitant les nobles et les roturiers de manière tout à fait égale lorsqu'ils les massacrent. Et bien qu'il sache cela, son père ne peut pas faire la guerre aux démons sans une préparation adéquate, et le pire de tout est que le nombre de démons ne cesse de croître. Shine croit qu'Oliver est toujours en vie et est derrière tout, et il sait que si jamais quelqu'un a besoin de vaincre cet homme, il sera la seule personne capable de le faire. C'est pourquoi il propose un camp d'entraînement, afin de rendre chacun assez fort pour affronter les démons et leurs créateurs. Augusto propose d'aller dans un endroit où ils pourront se détendre et aussi s'entraîner beaucoup. Alors Maria dit à tout le monde d'aller chez Siziri, car sa famille possède une fontaine normale. En bon japonais, Shine adore l'idée et accepte immédiatement. Il en parle à ses grands-parents
parents et ils le soutiennent. Cependant, Melinda demande qui les supervisera et Shine révèle qu'il n'a personne pour le faire. Alors, comme laisser une bande de jeunes sorciers seuls est très dangereux, elle décide de se charger de les surveiller, puisqu'en réalité elle veut juste profiter des sources chaudes. Merlin, s'il ne sait pas ce que c'est, dit qu'il participera également à la supervision. Peu de temps après, ils arrivent à la ville thermale et en arrivant au manoir de Sicily, les employés de Sicily accueillent tout le monde et apparemment ils ont déjà accepté Shine comme leur futur gendre. Plus tard ils se baignent dans l'eau chaude et Merlin merci au garçon d'être devenu ami avec Shine car il n'a jamais eu d'amis de son âge. Le prince Augusto remercie Merlin, disant qu'il n'a jamais eu d'amis qu'il a traité de manière informelle comme Shine le traite. Il est heureux que Shine le traite comme il le souhaite et les autres se joignent également pour donner leur témoignage sur l'impact que Shine a eu dans leur vie. Shine est comme Jésus dans la vie de chacun, sauf eux tous. Le lendemain matin tout le monde commence l'entraînement au contrôle magique. Sous la supervision de Merlin, il donne des conseils personnalisés en fonction de leur performance et comme toujours, l'un libère beaucoup de magie qu'elle ne peut pas contrôler. Cette fois Merlin dit qu'elle s'arrête et protège tout le monde. Étant pris dans son explosion, après quoi Merlin donne également aux étudiants quelques conférences sur l'équipement magique et la technique de chant, puis Shine les emmène dans les montagnes pour une formation pratique et les étudiants font exploser des sorts magiques sans chanter. En les observant, Merlin pense qu'ils sont déjà assez forts pour enlever le travail aux gens du département de magie. Cependant Shine et Merlin pensent qu'ils doivent encore s'améliorer. Shine sait que s'ils doivent combattre une armée de démons dirigée par ce foutu ennemi, les étudiants ici y compris lui ont besoin de se renforcer. Cependant les autres ne prennent pas ses paroles au sérieux et élèvent immédiatement leurs énormes barrières pour se protéger de l'onde de choc du nouveau sort que Shine va tester. Il visualise d'abord un gaz hautement combustible pour créer des boules de feu bleues, puis les combine en une boule de feu géante, après quoi il crée une tornade autour de la boule de feu tout en basculant vers l'avant. Jusqu'à présent, Shine avait utilisé ce sort comme une large attaque quotidienne, mais cela le moment où il envisage de contrôler sa direction et de faire de l'attaque un donneur de dégâts ponctuels. Il lâche l'attaque et avec son contrôle de puissance plus parfait, il finit par détruire tout sur son passage. Alors que Shine est heureux que sa nouvelle technique ait fonctionné, Merlin le frappe fort avec son éventail, l'appelant du tout. Elle demande pourquoi le bon sang, il a besoin d'une technique assez puissante pour détruire 3 collines à la fois. Et Shine nerveux dit qu'il ne pensait pas que cette magie serait si puissante, mais elle n'est pas satisfaite de sa réponse. Les autres étudiants sont également amoureux de son pouvoir et évidemment personne ne le croit quand Shine essaie de dire ça. Ce pouvoir n'était rien de trop, donc le gang est renvoyé et pendant que tout le monde rentre chez lui, Auguste demande à Shine d'utiliser le sort de portail et de l'emmener au château afin qu'il puisse se mettre à jour sur la situation de guerre. Shine accepte et l'emmène au château où une fille grincheuse de l'or attend le prince. Auguste est surpris de la voir, puis dit à Shine que cette fille est sa future épouse, Alice. Elle se présente poliment à Shine et commence attaquant Auguste pour être allée au camp et l'avoir laissé seule. La sœur cadette d'Auguste arrive également à ce moment-là et dit qu'elle est tout à fait d'accord avec sa future belle-sœur, même si son frère ne lui ment pas. Elle est en colère contre lui car il campe toujours avec ses idoles au mois d'août. Réponse aux taquineries disant qu'elle les rencontrera bientôt, mais quand elle remarque la présence de Shine, elle devient encore plus nerveuse. Elle se présente comme une grande fan de Belinda et Shine la trouve mignonne. Auguste demande aux deux filles ce qu'elles font et elles déclarent qu'elles vont camper avec lui. Il n'est pas prêt à les emmener au camp car il considère que c'est dangereux et il crie en disant qu'ils n'auront jamais la permission du roi pour le faire, mais il s'est trompé ou a supposé que, comme son père lui dit d'emmener sa fiancée et sa sœur cadette au camp, pendant qu'Auguste est perturbé par cela. Shine se retourne, réalisant qu'il pourra s'amuser à le taquiner, mais plus tard, Shine emmène tout le monde dans la ville des algues thermales en utilisant son portail, puis la sœur d'Auguste et May sont super excitées de voir qu'elles sont complètement dans un état d'angoisse. Ville différente en seconde, Auguste est réprimandé pour être trop excité et Shine lui tend la main. Mais l'attrape et Auguste lui dit d'écouter tout ce que Shine dit et de ne pas s'éloigner de lui. Il se tourne alors vers sa fiancée et lui dit qu'elle peut rester au camp, mais il n'y aura personne ici pour la gâter. Elle répond en disant que ça va, car elle est juste là pour s'assurer qu'Auguste ne se laisse pas distraire par d'autres choses. Shine pense qu'elle est jalouse des filles qui sont au camp, mais elle répond qu'elle s'inquiète pour les filles. En fait, la cause de ses inquiétudes est Shine, car à chaque instant qu'il passe avec Auguste, elle devient encore plus irritée. Shine est immédiatement dégoûtée à l'idée qu'elle croit qu'outre se passe entre lui et Auguste. Cependant, le prince a un sens avec les mots et ils disent à voix haute qu'elle est la seule personne avec qui il veut embrasser et sortir avec lui. Il révèle que Shine n'est qu'une nouvelle phase de sa vie et qu'il vient de tester pour voir s'il elle l'aimait bien, mais en réalité il la veut juste. La fille est émue par ses paroles et décide de se mettre en colère contre Auguste. Peu de temps après, ils vont au restaurant pour manger et Auguste lui dit que Shine a déjà une petite amie et il devient nerveux. Auguste lui dit d'arrêter d'être un lâche et de clarifier sa position avec Cécile, car il est évident pour tout le monde que les deux sont amoureux l'un de l'autre. Shine est toujours dans le doute et demande ce qui se passera si son obsession est fausse et que sa relation avec Cécile empire. En réponse, Auguste demande à Shine s'il est satisfait de la façon dont les choses se passent maintenant. Il demande à Shine s'il peut continuer à être un lâche, car un vrai homme devrait agir et ne pas attendre que la fille fasse quelque chose, même après qu'Auguste l'ait guidé. Sur le chemin d'un vrai homme, Shine reste japonais, donc il ne sait pas quoi faire, et continue de penser à un rang qu'il peut monter s'il ne se déclare à personne. Lors d'une conversation entre filles, May et Bride, Auguste disent à Cécile que Shine parlait beaucoup d'elle, et elles disent aussi qu'elles forment un couple très mignon. Elles rougissent toutes les deux ou entendent ça, et Shine utilise presque une magie pour faire taire les deux filles. Après cela, les deux saluent quelques vieillards puissants
réjouissant mais est nerveuse d'entendre Melinda en personne et Shine informe que la fille est sa grande fan. Elle s'approche de May toute seule et la trouve très belle. Melinda dit qu'elle aurait aimé que Shine soit aussi adorable dans son enfance, mais il n'était qu'un fauteur de troubles qui ne pouvait jamais être laissé seul, sinon il irait là-bas et tuerait la moitié des gens. Forêt, tout le monde est d'accord avec elle et souhaite que leurs enfants ne soient pas aussi gênants que lui. Maintenant Shine est découragée, mais Cécile dit qu'elle n'est pas d'accord avec eux. Elle dit que les enfants de Shine seront certainement merveilleux et elle rougit évidemment quand elle réalise ce qu'elle vient de dire. Alors pendant que tout le monde la taquinait pour avoir planifié un voyage aussi lointain futur, Cécile a fini par s'énerver et s'est enfuie, ne laissant pas passer l'instant. Auguste a dit à Shine que cela devrait montrer clairement que Cécile s'intéresse vraiment à lui et qu'il doit se réveiller, sinon la fille trouvera un vrai homme. Plus tard dans la nuit, alors que Shine se promenait, il rencontre Cécile, s'assoit et il s'approche d'elle, mais aucun d'eux ne sait quoi dire après un moment d'embarras. Cécile s'excuse pour les paroles irréfléchies qu'elle a dites auparavant et Shine répond qu'il était un peu heureux d'entendre cela. Après cela, il commence à se souvenir de leur première rencontre et Shine admet que la première fois qu'il a été vu, il a senti la foudre frapper son cœur. Elle répond en disant qu'elle pensait aussi qu'il était un très bel homme. Et en entendant cela, Shine trouve enfin assez de courage pour déclarer son amour à Cécile et elle se met à pleurer de joie et elle répond qu'elle l'aime aussi et Shine lui demande de devenir sa petite amie. Elle accepte et ils partent pour avoir leur premier baiser, mais leurs amis les espionnaient et ils sortirent de leur cachette au dernier moment, empêchant leur premier baiser. Non seulement ses amis, mais ses grands-parents sont aussi là pour le voir devenir un vrai homme. Ce jour-là était tellement fou qu'il a même été déclaré devant tout le monde que Shine et Cécile sortaient ensemble et un noble disciple de Cécile sort également de les buissons pour les féliciter et Auguste félicite également Shine mais lui demande de ne pas se laisser emporter par la romance au point de négliger sa formation. Shine lui demande pourquoi il avait préparé tout cela pour sa déclaration et Auguste répond en disant qu'un homme qui reporte sa confession à cause de la guerre ne survit jamais pour le faire. Le lendemain il arrive sur une plage et Shine dit qu'ils sont pas ici pour s'amuser mais pour s'entraîner, même si nous savons que l'entraînement sur la plage est essentiellement un service aux fans et ce qu'ils vont faire ici c'est s'entraîner en jouant et en utilisant la magie sur le ballon. Le jeu commence et Alice lance la balle dans le ciel avant de sauter après eux et cela pour se renforcer physiquement. Elle frappe la balle vers le bas en utilisant toutes ses forces mais Olivia la reçoit bien. Thor prépare la balle pour que Tony la frappe avec son magie de l'eau. Auguste la soulève avec sa magie du vent puis Lynn saute et frappe la balle avec son sort de flamme. La balle enflammée va directement à Yuri qui essaie d'utiliser un bouclier d'eau mais elle ne peut pas arrêter la balle et ainsi le premier point est accompli. Alors que tout le monde est également excité de jouer, Shine se demande si c'est si facile d'être bonne au volleyball. Tout à coup un coup de feu arrive sur la fille du prince Damé mais Marilyn le bloque rapidement en utilisant sa magie de barrière de masque, sauvant ainsi les filles. Après cela, tandis que la jeune fille fait la leçon au responsable du tir manqué, Marilyn dit qu'elle pense que ce jeu est un bon moyen d'entraîner le contrôle magique et dit à tout le monde de continuer à jouer même si des vies sont prises. Après avoir joué toute la journée, tout le monde se rassemble au manoir la nuit et Shine découvre que toutes les personnes présentes connaissaient déjà Auguste et sa fille depuis l'âge de 5 ans. En gros, la royauté et la noblesse font une fête. Quand leurs enfants se retournent et que tout le monde du même âge est invité, ils commencent à parler de fête, de leurs histoires d'amour et de leurs relations. Quand Shine réalise soudainement quelque chose et dit à tout le monde de se calmer, dans une tournure nous voir Marilyn entrer dans la chambre et leur dire de se coucher tôt car demain ils devront s'entraîner à nouveau. Cependant, les lumières sont éteintes et tout le monde se cache dans leur lit. Ils sont presque capables de s'échapper mais d'une manière ou d'une autre, Shine et Cecilia se retrouvent dans le même lit et elle ne peut s'empêcher de gémir, respirant fortement sous contrôle. De son contact, grâce à ça la fille nous trouve et ils finissent tous par être très grondés. Le lendemain matin, les deux tourtereaux se rencontrent dans le couloir et rougissent en se souvenant du développement de l'intrigue qu'ils ont eu la nuit dernière. Shine essaie de mettre fin à la conversation en disant qu'ils devraient aller prendre le petit déjeuner mais avant cela, Cecilia dit qu'elle a une demande à faire. Lui, elle veut qu'il rencontre ses parents et j'ai officiellement déclaré sa relation avec elle. Elle veut qu'il le fasse avant que son père parte travailler. Shine pense que c'est une bonne idée mais devant les parents de Cecilia, il reste sans voix, un vrai lâche. Il prend une profonde inspiration et rassemble tout son courage et dit poliment qu'ils sortent ensemble. Il révèle qu'il est venu ici pour demander leur bénédiction. Shine pense que ses parents ne prennent pas bien cette nouvelle mais contrairement à ses convictions, il s'en moque vraiment. Le père de Cecilia lui tient la main, le remerciant d'avoir choisi sa fille. Shine est abasourdi par cette réaction mais la mère de Cecilia lui dit Marie pour se calmer un peu. Elle a une question à poser à Shine avant de l'accepter comme petite amie de sa fille. Elle dit qu'ils sont issus d'une famille noble et qu'ils ne peuvent pas permettre à une fille d'une famille noble de sortir avec elle sans être fiancée à son amant. Elle demande à Shine s'il est prêt à se fiancer avec elle et il déclare avec assurance, disant qu'il déteste Rudu et qu'il ne veut qu'une seule fille dans sa vie. Après avoir laissé ces belles paroles, les deux parents de Cecilia l'acceptent comme petite amie de leur fille. Peu de temps après, ils retournent dans les montagnes pour s'entraîner et trouvent Tony et Thor en train de lancer des boules de feu continuellement. Le visage d'Augusto est choqué de voir cela mais Shine dit que ce n'est qu'un échauffement. Roland s'approche trop près et demande s'ils sont également intéressés à s'entraîner un peu. La fille du prince refuse en disant qu'elle n'a aucun talent pour la magie mais sa mère est intéressée. Merlin la démarre avec un contrôle magique de base et découvre que May a beaucoup de potentiel. Merlin et Melinda la félicitent et cela rend tous les filles sont jalouses. Elle décide aussi qu'elle ne perdra contre personne et concentre sa magie mais encore une fois elle exagère Shine et explose. Après cela, Shine
Shine décide de créer un nouveau type de magie et ses amis se cachent derrière des barrières magiques parce qu'ils ne croient pas que leurs expériences sont sans danger pour eux. Lorsque Shine ramasse une pierre, tout le monde renforce encore plus ses barrières magiques, mais il dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour tout le monde car il ne crée pas de magie offensive. Shine libère alors une grande quantité de magie et commence à la verser dans le rocher. Il utilise son sort nouvellement créé et soudain le rocher commence à flotter dans les airs. Shine dit que ce test a été un succès et que tous les autres ne peuvent pas le faire. Croyez leurs yeux, il lui demande de mieux expliquer son nouveau sort et Shine dit qu'il s'agit d'une magie anti-gravité ou de lévitation. Personne ne comprend rien de ce qu'il dit, mais ils conviennent que Shine a fait quelque chose d'incroyable, mais il dit que ce n'était qu'un test et que le vrai spectacle est sur le point de commencer. Il se jette un sort anti-gravité et s'envole dans les airs, puis il utilise sa magie du vent pour se déplacer. Il rit du résultat, car même s'il ne peut pas se contrôler complètement, cela finit par être très amusant et tout le monde est surpris. Shine finit par révéler à tout le monde que l'ennemi appelé Oliver, celui qui a le pouvoir des démons, a également utilisé ce type de magie flottante. C'est pourquoi il a développé cette magie pour le combattre. Plus tard dans la nuit, Shine dit à ses grands-parents qu'il est fiancé à Cecilia. Ils sont surpris par cette nouvelle soudaine et Shine s'excuse de ne pas les avoir informés auparavant. Cecilia essaie de le défendre et d'en prendre la responsabilité. Mais Melinda et Merlin n'ont aucun problème avec cela. Au contraire, ils pensent que cela arrivera tôt ou tard. Cependant, avant de rendre leur fiançailles publiques, Melinda veut rencontrer les parents de Cecilia, alors ils leur rendent visite. La Merlin et Melinda révèlent qu'ils ont aucun lien de sang avec Shine et ils voulaient informer les parents de Cecilia à ce sujet. Car ils croient que l'une des principales raisons pour lesquelles ils ont accepté Shine était le fait qu'il est leur petit-fils. En réponse, le père de Cecilia dit qu'il est déçu que Merlin et Melinda pensent si peu à sa famille. Il dit qu'ils ne sont pas intéressés et révèle que la raison pour laquelle ils ont accepté les fiançailles n'était pas parce que Shine était leur petit-fils, mais parce qu'il apprécie beaucoup Cecilia et essaie constamment d'assurer sa sécurité. Les grands-parents de Shine sont très heureux d'entendre cela et ils remercient les parents de Cecilia d'être si gentils. Après cela, Shine remercie ses grands-parents de l'avoir élevé aussi et ils sont tous les deux émus en entendant cela. Quelques jours plus tard, Shine présente de nouvelles tenues à tous les membres de votre groupe. Ces nouveaux vêtements ont des enchantements avancés, des options de camouflage et un contrôle de la température. Tout le monde se rend compte que leurs uniformes dépassent désormais le niveau du trésor national. Shine leur dit alors à tous qu'il n'a pas mis d'enchantement particulier sur ses bottes car c'est compliqué de les utiliser autrement de toute façon. Et parmi tous ces idiots super forts, Augusto est le seul assez intelligent pour se rendre compte que Shine leur donne des uniformes mis à jour car l'entraînement qui suivra sera beaucoup plus dangereux. Tout le monde panique en entendant cela et Shine dit qu'aujourd'hui ils vont organiser un véritable entraînement au combat. Ils vont vaincre un démon de classe catastrophe. Ils ne croient pas qu'ils seront capables de faire ça, mais Shine leur assure qu'ils le sont déjà assez forts et en plus leurs uniformes garantiront qu'ils ne se blesseront pas, mais se plaint en disant qu'elle veut aussi les rejoindre, mais Augusto le lui interdit car l'entraînement d'aujourd'hui sera très dangereux. Comme la fille n'arrête pas de se plaindre, Shine a une idée. Il crée un téléphone primitif en utilisant des gobelets en papier et une aide d'araignée démoniaque et le teste en parlant à mais après être entrée dans une autre pièce et maintenant elle peut y pratiquer l'utilisation du téléphone. Pendant que tout le monde s'entraîne, Melinda arrive soudainement à l'endroit où se trouvait May et dès qu'elle voit le téléphone, elle attaque Shine pour avoir à nouveau créé quelque chose hors de ce monde. Il en a assez de son irritation, alors il accroche son téléphone à une statue et s'enfuit avec ses amis. Ils entrent dans la forêt et la Sicile utilise la magie sensorielle pour identifier l'emplacement d'un démon de classe catastrophe. Le démon s'avère être un lion diabolisé et Shine dit qu'il est lent mais puissant, dans ce style semblable à celui d'une âme qui attaque tardivement. Sicile dit qu'il devrait utiliser des attaques à distance pour le combattre et il lui tapote la tête pour la féliciter, disant que c'est mignon comme un sorcier et que Souls-like est beaucoup plus facile. Les célibataires du groupe sont maintenant heureux de les envoyer serrer joyeusement, puis Shine se transforme rapidement en homme d'affaires. Maintenant il est temps de se battre, alors un groupe de personnes inutiles avec des noms aléatoires sont mis dans une équipe pour combattre le lion démon et Augusto est inquiet parce que tous ces gens ne sont que des figurants, mais Shine pense qu'ils sont déjà assez forts pour vaincre un démon. Le lion les remarque et Shine leur donne l'ordre de se préparer, alors quand Shine donne le signal, il tire sur le lion démon. Lorsque des attaques provenant de divers éléments frappent le lion de tous côtés, il se rend compte à quel point il est foutu, alors une explosion géante secoue toute la forêt et Shine se rend compte qu'envoyer 5 personnes combattre un simple démon de niveau catastrophique était une erreur totale. Comme maintenant il n'y a plus qu'un cratère dans le sol là où se trouvait le démon. C'est à ce moment que Shine se rend compte que si les figurants sont aussi forts, les personnages principaux peuvent probablement vaincre seuls le démon de classe cataclysmique. Il teste cette théorie et elle finit par vraiment fonctionner et il est le seul à avoir appris à s'en servir. La lame ultrasonique de Shine était celle de Tony, comme il le comprend en mettant votre main pour vibrer dans la salle de bain. Plus tard dans la nuit, Shine s'habille très bien car maintenant sa fête de fiançailles va avoir lieu. Cecil arrive dans sa chambre pour l'accueillir et ce salaud ne peut pas la quitter des yeux. Ils se perdent trop en se regardant, mais la mère de Cecil arrive et leur dit de descendre bientôt car les invités les attendent. Ils reçoivent un accueil chaleureux de la part de leurs amis et de leur famille et même du roi qui les félicite. Plus tard dans la nuit, Shine et Cecil sortent sur le balcon où il sort une bague de fiançailles de sa poche et lui demande formellement de l'épouser. Cecil lui offre sa main et il lui met la bague au doigt et avec cela ils finissent par ils s'embrassent et donc l'anneau me termine. Mais non, seulement non. Le lendemain, Shine apprend à toute sa troupe à voler. Il leur lance simplement de la magie anti-gravité et il utilise la magie
magie du vent pour contrôler le vol. Il invente également le haut-parleur et le connecte au téléphone qu'il a créé précédemment dans le but d'informer ses amis de descendre car il est temps pour le deuxième lot de prendre son envol, tandis que dans l'Empire Blastia, Oliver et son armée de démons ont finalement détruit toutes les villes et les villages voisins. Logiquement, il reçoit cette nouvelle de ses lieutenants, Zest et Myria. Myria réfléchit à la façon dont l'escouade démoniaque dirigée par Zest a attaqué un groupe de marchands, rendant la nourriture rare et plus chère. Tout comme les nobles continuaient à vivre une vie de luxe, les gens ordinaires avaient faim et Oliver utilisait le ressentiment de ces gens pour les transformer en démons. Ces démons massacrent alors toute la noblesse et détruisent les villes voisines, entraînant la ruine de l'Empire. Myria n'est pas entièrement d'accord avec la manière d'agir d'Oliver, même si elle comprend sa haine pour les nobles, elle n'aime pas le fait que de nombreux roturiers perdent la vie dans sa guerre. Peu de temps après, Oliver convoque une réunion de tous les démons sous son contrôle, il les remercie tous pour leur humble et grand travail. Et les démons se réjouissent, mais Oliver déclare que son objectif était de renverser l'Empire, et que maintenant que cela est arrivé, il n'a plus rien à faire. Les démons ne sont pas contents d'entendre cela, et déclarent qu'ils doivent continuer à conquérir les rois. Dans le suivant, et ainsi prendre le contrôle du monde, Oliver dit qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais il dit qu'ils ne partagent pas les mêmes ambitions qu'eux. Un démon souhaite partir tout seul, et Oliver dit qu'il est totalement libre de le faire. Il encourage même les autres démons à partir s'ils ont des ambitions, et après que beaucoup d'entre eux soient partis, Myria a demandé à Oliver pourquoi il déteste autant l'Empire. Beaucoup, elle dit avoir entendu des rapports selon lesquels il était autrefois duc impérial, et c'est à ce moment-là qu'Oliver se rend compte qu'il n'a jamais partagé sa triste histoire. Et comme ils passent du temps ensemble, il pense que c'est le bon moment pour le faire. Il dit que son histoire a commencé il y a 2 ans, quand il était un humain normal. À l'époque il était duc, mais malgré sa noble position, il se mêlait souvent aux communs et les aidait dans l'agriculture. Son territoire prospérait grâce à sa politique visionnaire et sa femme allait bientôt donner naissance à leur premier enfant. Cependant, en raison de sa politique favorable aux roturiers, Oliver finit par se faire de nombreux ennemis, notamment un homme qui deviendra plus tard l'empereur lui-même. Les nobles n'étaient pas satisfaits de la richesse et de l'influence croissante d'Olivier, alors le futur empereur suggère un plan. Il a demandé aux nobles de convoquer Oliver dans la capitale et de l'y garder aussi longtemps qu'il le pourrait, et pendant ce temps, il provoquerait la chute d'Oliver. Peu de temps après, Oliver reçut une lettre d'autres nobles, disant qu'eux aussi étaient impatients pour adopter son projet grandiose. Il fut très heureux de lire la lettre et décida de se rendre à la réunion politique qu'il tenait. Sa femme était inquiète, car elle savait que certains nobles en avaient un à la place de son mari, mais Oliver était l'un des meilleurs sorciers de tout l'Empire et était convaincu qu'il pouvait tout gérer. Quelques jours après qu'Oliver ait quitté son territoire, les gens ont soudainement commencé à disparaître, et les nobles ont semé des rumeurs à ce sujet, disant qu'ils avaient été kidnappés et vendus comme esclaves par Nuc lui-même. De plus en plus de gens ont commencé à croire aux rumeurs qui présentaient Oliver comme un méchant, ils l'ont même traité de fasciste. Quelques semaines plus tard, ils ont même parlé d'un enlèvement, et la fausse police envoyée par les nobles a montré aux roturiers des filles kidnappées dans un qui appartient à Oliver. Cela a mis tout le monde en colère, et ils ont décidé de prendre les choses en main. Ils ont incendié le manoir d'Oliver, avec la femme enceinte du gars toujours à l'intérieur. Quand Oliver est revenu sur son territoire, il a été dévasté, la vue de sa maison en feu, visiblement voir sa femme décédée l'a laissé le cœur brisé, et il a demandé aux habitants pourquoi ils avaient commis un acte si cruel. Ils lui ont ensuite reproché d'avoir kidnappé des gens et de les avoir vendus comme esclaves. Tout le monde lui a dit que la police impériale avait donné suffisamment de preuves prouvant qu'il avait commis de tels actes, et c'est pour cela qu'ils ont tué sa femme et pas lui. C'est à ce moment-là qu'Oliver s'est rendu compte que les nobles avaient conspiré contre lui pour le détruire. Il est devenu fou et a maudit les gens qui avaient reçu sa gentillesse. Non seulement cela, mais il a maudit tout l'Empire, qui a permis aux méchants nobles de faire ce qu'ils voulaient sur leur territoire. Oliver était dominé par sa douleur et sa colère, et une énergie sombre commença à se répandre autour de lui. Il déclara alors qu'il détruirait le peuple et l'Empire. C'est à ce moment-là qu'il se transforma en démon, et seulement avec sa transformation en démon, il a libéré assez d'énergie pour détruire complètement sa ville. À la fin de la destruction, il a ri et a juré qu'il détruirait l'Empire depuis l'empereur jusqu'au dernier roturier. Après avoir entendu son histoire, le Zest pense que depuis qu'il a commencé à détruire l'Empire, il a besoin de faire autre chose maintenant, et c'est pourquoi il dit à son assistant d'attaquer un petit royaume à bout portant, car cela forcerait la Chine à sortir et combattre-les. Pendant ce temps, dans la capitale se déroule la cérémonie du couronnement du prince Auguste. Quand soudain un messager arrive avec la nouvelle que des démons ont été vus près de la frontière. Tout le monde panique en entendant cela, mais Augusto leur dit de se calmer car ils ont une unité spéciale parfaitement capable de combattre les démons. Puis ils appellent Shin sur scène et ils le présentent au public comme un nouveau héros qui a empêché une attaque de démons à l'académie de magie. Augusto dit qu'ils sont devenus plus forts grâce à lui, puis enlève sa cape pour révéler l'uniforme de combat qu'il porte en dessous. Il dit ensuite à Shin de s'adresser au public et de faire une présentation sympa, ce qui calme leur cœur, et lui demande également de créer un nom sympa pour le groupe. La première partie de la demande est facile, mais Shin a du mal à trouver un homme, alors il déclare finalement qu'ils sont les meilleurs sorciers. Cela dit, Shin lance de la magie flottante sur tout le monde et il vole vers la frontière pour s'occuper des démons. À ce moment, dans le petit royaume voisin, le commandant de la nuit et ses soldats remarquent une horde de démons qui se dirige vers eux. Il se rend compte que son pays est condamné car ils ne sont pas assez forts pour affronter les démons, et même s'ils envoient une demande de soutien aux autres royaumes, il faudra environ une semaine pour que les renforts arrivent. Il appelle tous les sorciers disponibles et leur ordonne d'utiliser leur barrière magique la plus puissante pour défendre les murs du château des attaques
l'attaque des démons. Il bloque la première vague d'attaque des démons grâce à l'équipement de défense spéciale qui s'y trouve, tandis que Shin et son groupe volent vers le royaume voisin, et lorsqu'ils arriveront au royaume voisin, ils se présenteront comme des ultimes et des Matisse, car il est déjà trop tard pour changer le nom choisi par Shin, tandis qu'Augusto le taquine à ce sujet. En plus, elle dit qu'elle pense que c'est un très bon nom, la fille dit que sa mère déplaît, Maria vote pour lui et dit qu'elle est nerveuse à l'idée de combattre un démon, mais le Shin lui dit de se remonter le moral parce qu'elle est plus forte qu'un démon maintenant. Il demande alors à Sissi de rester derrière et de soigner les blessés au lieu de se battre. Quant aux autres, le Shin leur dit de former des paires et de vaincre les démons un à un. Le royaume est désormais complètement encerclé par les démons, des démons qui continuent de bombarder la ville avec des attaques. En plus, ils jouent avec les civils qui courent pour leur vie. Quand deux démons sont piégés en train de tuer une femme et sa fille, le menton lui donne un coup de pied au visage et l'envoie voler. Le partenaire du démon devient furieux et essaie de les combattre. Il dit au menton qu'un simple ne peut pas leur faire face. Il sort son arme et commence à libérer sa magie, et c'est à ce moment que le menton lâche son canon à flamme bleue, faisant pisser le démon de peur d'un seul coup. Le Shin annihile le démon, et pendant ce temps, Thor s'occupe du deuxième démon. Après cela, ils aident la mère et la fille à se lever, puis ils indiquent le chemin vers le centre de secours. Le Shin devient furieux quand il regarde autour de lui et voit la mort et la destruction partout, mais ensuite il remarque Auguste et Maria dans une autre tour. Le Auguste s'adressera aux gens du pays et dira qu'ils sont les renforts du démon, et qu'ils sont là pour les protéger des démons. Puis ils appellent les démons et leur disent d'abandonner en silence, ou qu'ils font face au nouveau héros Shin, célèbre pour avoir tué plusieurs démons seuls. Les gens se réjouissent et applaudissent en entendant cela, mais les démons sont encore plus désireux de se battre. Le groupe se divise en binômes et se répartit à travers la ville. Le Shin dit à un compagnon d'aller au centre de secours et de soigner les gens, et lui demande également d'être prudent en chemin. Aucun d'eux ne remarque que l'assistant est là et il veut tester les compétences du Shin. Pendant ce temps, Alice et Ali informent une équipe et trouvent leur première cible à l'aide d'un sort de recherche. Ils apparaissent comme un démon qui a chassé un groupe de chevaliers sans trop de difficultés. Le démon se moque d'eux parce qu'ils sont plus plats qu'une planche de surf et demande s'ils sont là pour jouer avec des poupées Barbie ou quelque chose du genre. Cela met Alice en colère et elle charge en avant tout en activant sa magie de flamme, mais Aline frappe avec le morceau d'eau et éteint le feu, le jetant sur sa propre cible. En fait, elle lui dit que ce n'est pas le moment de se laisser emporter par ses émotions car ils ont affaire au diable. Après avoir entendu cela, Alice se calme et dit que maintenant elle se battra avec plus de patience. Cependant, Aline dit que le diable est déjà mort. Elle l'a frappé avec une attaque d'eau à haute pression pendant qu'Alice était distraite. Soudain, ils entendent le cri d'un chevalier qui est torturé par un démon. Le démon joue avec un chevalier et lance une attaque destructrice contre lui, mais Aline et Alice arrivent juste à temps et le bloquent avec leur barrière. Ce démon dit aussi que Alice est plus douce qu'un squelette, alors elle se met en colère et le frappe avec le puissant sort de feu qui ne laisse même pas ses cendres derrière elle. Après cela, ils aident le chevalier à se relever, mais il dit aux filles qu'il peut marcher seul jusqu'au centre de secours. Alors les filles décident de concourir pour voir qui peut attraper le plus de démons. Dans un autre endroit, celui qui a l'œil déverrouille le démon. Il essaie d'affronter Thor au corps à corps, et lorsqu'un deuxième démon leur lance son attaque, Thor le bloque avec sa barrière. En même temps, il utilise une lame de vent pour causer une blessure profonde au démon. Thor demande aux démons s'ils font cela sur ordre d'Oliver, mais il refuse de parler et l'attaque à nouveau. Thor utilise une lame de vent pour infliger plusieurs coups et le fait s'agenouiller. Il demande au diable pourquoi lui et les autres diables tentent de ruiner ce pays, et il répond en disant que c'est leur instinct fondamental. Comme démons maintenant, leur obligation est juste de détruire les choses. Il crie qu'ils étaient remplis de haine pour la noblesse qui les opprimait, et quand ils se sont transformés en ces sentiments explosés, ils ont donné envie de tout détruire. Ils se préparent à se battre à nouveau, mais lui et son partenaire sont rapidement vaincus. Dans un autre endroit, deux démons ont coincé des chevaliers contre le mur, et soudain un cercle magique apparaît sous l'un d'eux. Le démon malchanceux se fige instantanément, et son partenaire trouve Yuri sur un toit voisin. Il est sur le point de l'attaquer, mais Tony avance avec sa lame à ultrasons et coupe deux démons d'un seul coup. En même temps, l'équipe de démons découvre l'existence du centre de secours et décide d'attaquer cet endroit. Mark garde l'endroit et il y tient nerveusement une épée pour affronter les démons. Un démon court vers lui, mais un énorme bloc de béton le frappe et il est écrasé dessous. Olivia déclare qu'elle protégera son petit ami et le deuxième démon tente de l'attaquer, mais est incendié par Mark, qui déclare que va garder sa petite amie en sécurité. Le premier démon se prend en les maudissant, mais il lance une attaque combinée pour le vaincre instantanément à l'intérieur du centre de secours. Cecilia a du mal à soigner un nombre croissant de blessés, pendant que Shine nettoie le sol avec des démons et en élimine beaucoup à chaque attaque. Il l'attaque de tous les côtés, mais il utilise une variété de sorts pour les anéantir complètement. Son assistant et son espion l'ont espionné pendant tout ce temps, et maintenant l'espion entre et transpire. Parce que Shine est beaucoup plus fort qu'il ne pouvait l'imaginer, il était là pour juger de sa faiblesse, mais maintenant il pense que Shine est un monstre sans point faible. Dans un autre endroit, Auguste et compagnie ont éliminé tous les démons proches, ne manquant que le chef de les démons, qui croit que le prince est le chef du groupe des humains, et il veut le tuer pour effrayer tout le monde. Auguste rit et dit que le nom de son groupe est les magiciens ultimes, et dit aux démons qu'il n'est pas le leader, et qu'il n'est même pas le plus fort, mais il convient que s'ils éliminent le leader, les autres seront démotivés. Et il a l'intention de le faire avec le chef des démons. Il défie le démon de l'attaquer en premier, mais Maria lance soudainement une attaque surprise contre le démon. Cependant, il se défend de son attaque sournoise en utilisant deux humains comme bouclier. Le démon jette alors ces deux personnes vers eux, et lorsque Maria tente d'esquiver, il la frappe d'un puissant coup de poing. Grâce à son armure défensive spéciale,
spéciale, la plus grande. Une partie de ses dégâts est absorbée et si cela ne s'était pas produit, Maria aurait subi plusieurs fractures. Le démon lui attrape le bras et la jette contre un mur, mais malgré cela elle va toujours bien. Elle insère un sort dans son uniforme et les blessures sur son corps commencent à guérir. Le démon s'en rend compte et se rend compte que les parties non couvertes par les uniformes sont encore vulnérables. Maria lui dit que cela ne sert à rien car même s'il s'en rendait compte, elle l'attaque avec une boule de feu, ce qui provoque une énorme explosion. Elle ne s'arrête pas et continue de le bombarder avec des boules de feu, puis quand la fumée se dissipe, elle découvre que le démon est indemne. Il a utilisé un outil de défense spécial qu'il a obtenu après avoir vaincu certains sorciers du royaume. Auguste et Maria se rendent compte que cet outil de défense est assez puissant et le démon les provoque en leur disant d'essayer d'attaquer maintenant. Maria et Auguste se regardent et courent immédiatement dans des directions opposées pour flanquer le démon. Auguste l'attaque avec la magie de la foudre, mais le démon bloque facilement en utilisant l'outil, puis Maria attaque de l'autre côté et il continue de bloquer les attaques incessantes. Mais il commence vite à perdre confiance car ses adversaires ne semblent pas fatigués. Soudain il y a un manque de concentration et sa barrière s'affaiblit, elle se brise puis il est touché par la boule de feu de Maria. Dès que le démon se relève après cette attaque, Auguste le frappe d'un sort de foudre et crée un trou parfaitement circulaire dans sa poitrine. Le démon meurt en conséquence et Auguste et Maria continuent leur mission. L'assistant de Zest est choqué quand il découvre que non seulement le Tchin, mais toute l'équipe humaine est assez forte pour vaincre les démons et il se demande comment il peut gérer ces humains, même les fidèles disciples d'Oliver Raga Edita qui est le menton. Trop puissant pour être vaincu par des démons ordinaires, il pense qu'il n'est pas sage de sacrifier plus de troupes. Et maintenant ce qu'il faut faire c'est éliminer tous les démons de là, et c'est pourquoi ce démon se charge de distraire les magiciens et en donnant aux démons la chance de s'échapper, elles font et fait exploser la lourde porte qui protège la ville et provoque alors d'énormes explosions partout. Elle domine les chevaliers avec aisance et s'apprête à envoyer leur commandant dans l'oubli infini quand soudain Lynn et Alice arrivent sur les lieux. Ils bloquent l'attaque du démon en utilisant leur barrière et demandent au commandant des chevaliers de partir car ils ne se marieront pas. La femme demande alors qui sont ses filles, alors ils prennent une pause digne de honte et déclarent qu'elles sont les meilleures. Magie, ceci dit, Alice l'attaque avec sa magie de foudre mais l'ennemi est très rapide et esquive l'attaque facilement, puis Alice attaque son coup mais elle esquive et attaque par derrière. Alice s'échappe sans subir beaucoup de dégâts et se soigne grâce à son uniforme. L'ennemi est surpris de voir cet uniforme fonctionner, puis Alice s'attaque à nouveau, elle contrecarre ses attaques et quand Alice tente de se protéger, la seule se glisse en dessous et la renverse. Shine essaie de l'attaquer mais l'ennemi tient Alice comme bouclier. D'un autre côté, Zest et l'assistant reçoivent un message indiquant que le patron est là. Il ordonne immédiatement à tous les démons de se retirer mais ils refusent de le faire. Soudain Shine arrive et commence à les brûler avec ses flammes bleues, cela rend les démons ressentent la terreur dans leur cœur et après avoir vu le feu bleu se déchaîner, les démons finissent par s'enfuir. Ils continuent de les attaquer pendant qu'ils fuient mais ensuite ils atteignent les toits. C'est à ce moment que Shine utilise sa magie flottante pour nous chasser. Il lance alors un rayon dévastateur pour détruire tous les démons. Cependant certains s'échappent en sautant par-dessus le mur et le Shine est obligé d'interrompre ses attaques lorsque certains chevaliers se rapprochent. Soudain il remarque d'énormes explosions au loin. Apparemment, l'ennemi se bat contre la ligne et grâce à Alice en otage, elle vainc facilement. Yuri et Tony arrivent également là-bas et décident de les soutenir. Yuri attaque par derrière mais elle emmène simplement Alice dans l'attaque. Alice utilise l'énergie pour se protéger de l'attaque mais ce n'est pas pour entrer en collision frontale avec Yuri. Ils sont assommés et Tony essaie de les protéger avec sa lame à ultrasons. Il fait la balance contre l'ennemi qui court contre lui mais elle esquive facilement le coup et le désarme avant de briser sa barrière, puis elle lance une attaque dévastatrice contre Tony à bout portant et il finit par être projeté contre le mur. Soudain un rayon de lumière vient vers elle mais elle esquive et laisse tomber la ligne, la coinçant entre les rochers. Alice est maintenant de nouveau sur pied et libère sa magie pour attaquer l'ennemi mais elle vise sa prochaine attaque sur Tony et Alice est obligée de courir pour le défendre et en utilisant sa barrière pour dévier l'attaque ennemie de Tony, elle finit par se retrouver. Étant assommée lorsque l'attaque de Pierre lui frappe le ventre, il ne reste plus que Yuri et elle tremble de peur lorsque l'ennemi s'approche d'elle. Soudain le menton arrive et lui dit d'arrêter, elle obéit et l'attend tout en relâchant la ligne et en la soignant. Le menton est furieux de voir ses amis blessés et demande à Yuri de prendre soin d'eux. L'ennemi est curieux de voir comment il est fort et vient vers elle. Le menton attaque avec sa lame ultrasonique mais elle esquive facilement et l'enferme dans une prison de pierre. Le menton perce seulement pour trouver l'ennemi chargeant sur lui. Il bloque son attaque depuis des années de barrière, ce qui entraîne une énorme explosion. Maintenant c'est au tour du menton d'attaquer et l'ennemi esquive à peine un coup de sa lame ultrasonique. Soudain Alice et les autres arrivent pour soutenir le menton et l'ennemi se rend compte que c'est sa chance de s'échapper. Elle court dans la lumière du menton, attrapant le visage d'une fille et l'écrasant au sol. Le menton utilise ses bottes à réaction pour la chasser. Son chemin est bloqué par un mur de glace qui a été lancé par l'assistant de Zest. Pour aggraver les choses, les démons planifient une attaque avec une quantité insensée de pouvoir magique. Le menton regarde ses amis qui tiennent à peine et pense qu'ils mourront tous si l'attaque les frappe et au moment où l'attaque destructrice l'ennemi leur est lancée, chacun fait de son mieux pour se protéger. Évidemment le menton utilise tout son pouvoir pour créer une barrière géante pour sauver tout le monde. Il fait de son mieux et pousse l'explosion vers le haut mais quand la fumée se dissipe, il constate que les démons ont disparu. Heureusement, tous ses amis vont toujours bien. Ils se regroupent et commentent que la femme démoniaque devait être une mage de haut niveau en raison de sa force. Auguste est confus quant à la raison de cette attaque et se demande à quoi pense Oliver, mais qu'est-ce qui compte maintenant, c'est que tout le monde va
va bien et le menton reflète même que cette attaque aurait pu tous les vaincre. Auguste dit à tout le monde de sauver les gens et de prendre soin des démons, mais leur conseille d'être prudents cette fois. Chin et Auguste se rendent au centre de secours et découvrent que les gens y sont très sérieux. Outre Cecilia, Marc et Oliver sont également occupés guérissant les blessés. Ils rapportent le nombre de blessés et disent que Cecilia guérit les plus graves à l'intérieur. Auguste veut appeler tout le monde pour l'aider avec le traitement. Il arrête Chin qui soutient sa petite amie. À l'intérieur, Cecilia atteint la fin de sa magie, mais s'efforce toujours de sauver autant de vies qu'elle peut. Bientôt, elle perd son pouvoir magique et celui de son patient. Le traitement est interrompu. Elle pleure en disant qu'elle ne peut plus rien faire pour lui car ses blessures sont très graves. Soudain, elle commence à se déshabiller, disant que ses vêtements sont imprégnés de magie d'auto-guérison et que si elle habille un patient avec ses vêtements, il pourrait encore être sauvé, mais le menton arrive à temps et la couvre de son manteau. Immédiatement, il lui dit que ses blessures sont trop graves pour que l'uniforme où elle puisse guérir, mais il pense qu'elle peut encore sauver des gens. C'est à ce moment que le menton entre en action et utilise une grande quantité de pouvoir magique pour guérir un homme. Il guérit les organes blessés, laissant en partie l'homme complètement hors de danger, et tandis que la femme du patient remercie le menton, Cecilia finit par être dominée par un complexe d'infériorité. Lorsqu'il quitte la pièce, elle attrape l'uniforme de Chin, disant qu'il est trop incroyable et qu'elle ne pourra jamais faire ce qu'il fait. Elle commence à pleurer en disant qu'elle est très inutile et qu'elle a toujours besoin de son aide, et il lui dit que ce n'est pas vrai. Le menton lui dit que la raison pour laquelle l'homme est toujours en vie est parce qu'elle l'a gardé en vie en utilisant sa magie et dit il n'est pas le seul à pouvoir aider les gens. Il montre les gens qu'elle a sauvés et tout le monde remercie Cecilia, la qualifiant de chaude. Après cela, les magiciens suprêmes s'occupent du roi et il la remercie d'avoir sauvé leur royaume. Auguste dit au roi que certaines choses à propos de cet incident ne plaisent pas lui parce qu'il n'a aucune idée de pourquoi Oliver attaquerait une si petite nation après avoir détruit un empire entier. Il dit au roi de Suède que les Qin ont déjà combattu Oliver et l'ont expulsé et que cela devrait lui faire prendre conscience de leur pouvoir, mais Oliver continue d'attaquer tout le monde et c'est pourquoi Auguste veut former une alliance avec le roi de Suède. Et il accepte d'unir ses forces à l'avenir, après quoi le groupe se réunit et Qin pense qu'il devrait être prêt pour une autre attaque de démons à tout moment. Augustus pensait la même chose et ils déclarent tous qu'ils protégeront le monde ensemble. Peu de temps après, ils retournent dans la capitale en utilisant la magie des portes et trouvent un groupe de chevaliers et de sorciers qui les attend. Ils organisent une fête pour célébrer le fait que les magiciens suprêmes ont expulsé les démons et le menton a mal à la tête en entendant le nom ridicule qu'il a inventé. Lui-même ne sait même pas s'il est le dernier des magiciens ou s'il est un magicien de la cour suprême. Ce qui compte maintenant c'est que bientôt tous les autres arriveront aussi pour les féliciter pour leurs exploits et avec les choses qui arrivent, dit Augusto à son père qui a un rapport à faire et il lui parle de l'alliance avec le roi de Suède, puis il demande à son père la permission de contacter les autres nations et de les inviter à participer également à l'alliance. Le roi lui donne la permission de contacter chaque nation et le menton reçoit la permission de ses grands-parents de rejoindre Augusto dans son voyage. Les filles qui font partie de la famille d'Augusto veulent également y participer et bien qu'Augusto soit contre, son père termine de donner la permission que ce genre de merde se produise. Le lendemain, les mages suprêmes se lancent dans leur voyage pour sauver le monde du danger des démons et c'est ainsi que se termine l'anime Kenja no Mago.